Et si je vous disais que le nombre de théories sur One Piece ne fait qu'augmenter au fil des années? Car oui, même si on a déjà eu des réponses à des éléments sur lesquels on a déjà théorisé, Oda ne cesse de continuer à nous surprendre avec de nouveaux mystères. Des éléments qui nous laissent penser que l'on s'approche de la fin et des révélations tant attendues, mais qui d'un autre point de vue permettent d'ouvrir la porte des théories encore plus loin. Et si ce n'est pas beau ça? Personnellement, même si j'adore ce que Oda fait et ce qu'il met en place pour le manga, j'aime avoir mes propres idées et théories et vous les partager. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une nouvelle théorie que je trouve super intéressante et qui commence à faire parler d'elle et ça se comprend. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que mon contenu vous plaît. Je compte sur vous et votre soutien et je souhaite remercier mes abonnés fidèles que je vois dans les commentaires. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, c'est le moment. Vous pouvez y aller les yeux fermés après celle-ci car même si la théorie est différente, on parle de la même inspiration biblique, à savoir Lilith, mais pas que. Attachez vos ceintures parce que la vidéo risque d'être longue et j'espère qu'elle vous plaira parce que j'ai passé du temps dessus. Let's go! Vous n'êtes pas maintenant sans savoir qu'un personnage très important pour l'intrigue nous a été introduit au chapitre 1084. Ce personnage n'est nul autre que Nefertari Lili, celle qui régnait sur Alabasta lors du siècle oublié. Elle faisait partie des 20 premiers créateurs, les 20 rois du siècle oublié qui se sont unis pour créer le gouvernement mondial. Seulement, contrairement aux 19 rois qui sont devenus des dragons célestes et qui ont planté leurs armes devant le trône vacant en guise de serment d'égalité, Nefertari Lili a refusé ce titre et le récit raconte qu'elle a repris son rôle de reine sur Alabasta. Seulement, entre l'histoire et la réalité, il y a un fossé. Et ce fossé, Cobra l'a découvert lors de la lecture des archives de son royaume. Nefertari Lili n'est jamais retourné à Alabasta et c'est son frère qui a pris sa place en tant que roi. Et si dans la vidéo précédente, on avait théorisé sur la possibilité que Lili soit en réalité Im-sama ou qu'elle ait été tuée par cette dernière, il reste encore une possibilité dont on va parler aujourd'hui. À savoir le fait que cette dernière ait bien quitté Marie-Joase et se soit installée ailleurs qu'à Alabasta. Parlons de Lilith, une femme mystérieuse et puissante qui captive les récits bibliques, les mythes et les légendes folkloriques. Lilith, personnage légendaire, transcende les frontières culturelles et les mythologies à travers le monde. Ses origines se trouvent dans les traditions juives, sumériennes, babyloniennes et bien d'autres. Son aura légendaire a même inspiré de nombreux personnages fictifs. Lilith, un nom qui résonne dans les méandres de l'histoire, évoque une force inébranlable. Son pouvoir mystique a captivé l'imagination des conteurs et des écrivains, donnant naissance à des récits riches en intrigues et en symbolisme. Au fil des siècles, elle est devenue une icône culturelle incarnant la rébellion, la sensualité et l'indépendance. Cette femme énigmatique est un symbole de résistance contre l'oppression et l'autorité. Elle incarne une figure féminine forte, refusant de se soumettre aux conventions établies. Lilith, figure intemporelle, continue de fasciner et d'intriguer, révélant les multiples facettes de sa personnalité complexe à ceux qui osent explorer ses mystères. Dans les récits bibliques, les mythes et les légendes, elle demeure une force indomptable qui défie les normes établies et inspire les esprits libres. Ainsi, Lilith, femme mystérieuse et puissante, est bien plus qu'un simple personnage légendaire. Elle est une source d'inspiration, un symbole de résistance et une voix pour tous ceux qui refusent de se conformer. Son héritage perdure, insufflant une énergie rebelle à notre culture et notre imaginaire collectif. Lilith est une figure complexe. Elle est souvent présentée comme la première femme créée par Dieu bien avant Ève. Son refus de se soumettre à Adam la distingue. Selon certaines versions, elle aurait quitté le jardin d'Éden, invoquant le nom divin pour se libérer. Depuis, elle persiste en tant qu'entité puissante et indépendante, trouvant refuge sur les bords de la mer Rouge ou dans des lieux désolés. Certains la dépeignent comme un démon nocturne séducteur qui se nourrit de l'énergie vitale des hommes ou perturbe leur sommeil. Ainsi, Lilith se démarque par son charisme envoûtant, sa rébellion contre l'autorité d'Adam, sa magie puissante et sa connexion avec les forces obscures. Son influence s'étend dans notre culture, inspirant auteurs et artistes à travers les siècles. À travers ces différentes représentations, Lilith nous rappelle que la puissance féminine ne peut être ignorée ni réduite au silence. Ah là là, une puissance féminine qui ne peut ni être ignorée ni être réduite au silence, ça devrait vous parler. Cette précédente narration sur l'histoire de Lilith et sur la manière dont elle est perçue et représentée à travers les récits devrait vous mettre la puce à l'oreille et vous avoir permis de comprendre là où on voulait en venir. En effet, à travers cette théorie, on va essayer de démontrer le potentiel choix que Lily a fait il y a 800 ans, à savoir fuir Marie-Joase, ne pas retourner à Alabasta, mais plutôt trouver une certaine île et en faire celle que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Amazon Lily.
Vous l'aurez compris, on peut faire de nombreuses comparaisons entre le personnage de Lilith, Lily, ainsi que celui de Boa Hancock. Et cette théorie se base sur cette inspiration et ces comparaisons assez intéressantes. Premièrement, parlons de l'inspiration de Lilith pour le personnage de Hancock, et ensuite nous lirons Lily à ce récit. Avant tout, Hancock est une femme forte, puissante, une séductrice qui a horreur de la domination. Elle qui a été l'esclave des dragons célestes par le passé, a échappé à son destin funeste grâce à Fisher Tiger, et est devenue l'impératrice pirate, l'impératrice d'Amazon Lily. Telle Lilith, elle a quitté le jardin d'Éden, Marie-Joas, qui est considérée comme la Terre Sainte, le paradis des dragons célestes, pour se rendre sur une île recluse, Amazon Lily. Amazon Lily représenterait ici l'endroit désolé sur lequel s'est rendue Lilith, l'endroit au bord de la mer Rouge. De la même manière que Lilith, Hancock est un symbole de résistance contre l'oppression et l'autorité. Elle a mangé le fruit du démon, le Meromeronomi, qui lui a permis de devenir la femme considérée comme la plus belle du monde. Séduisant femmes et hommes sur son passage, elle est devenue l'incarnation de la beauté et de la séduction. Lilith, quant à elle, est dans certains récits décrite comme une succube, un démon féminin se nourrissant de l'énergie vitale des hommes par des actes de séduction et est décrite comme la femme la plus belle, à un point que le sommeil des hommes est perturbé. De mon côté, il n'y a pas photo. De ce point de vue-là, Hancock est totalement inspiré de Lilith. Et ça, c'est sans compter sur l'association de Lilith dans les récits, à la nuit, mais surtout et également au serpent. Le serpent est un symbole complexe présent dans de nombreuses cultures et religions à travers le monde. Il est dans certains mythes associé à la tentation, au péché et à la connaissance interdite. Certains récits et interprétations suggèrent que Lilith aurait été associée au serpent dans le jardin d'Éden. Dans cette perspective, elle serait la figure qui incite Ève à se rebeller contre l'autorité divine, symbolisée par Adam. Ainsi, Lilith serait liée au serpent en tant que symbole de la tentation, de la connaissance interdite et de la désobéissance. Du côté de One Piece, le nom de famille de Hancock, Boa, renvoie directement vers les serpents. Par ailleurs, ces derniers sont souvent représentés dans les vêtements, les motifs et les tatouages des femmes d'Amazon Lily. Les Kuja portent également des serpents vivants autour de leurs bras, qui sont à la fois des animaux de compagnie et des armes redoutables. Ces serpents sont dressés pour attaquer sur commande et sont une extension de la force et de la volonté des guerrières. En termes de symbolisme, les serpents représentent la grâce, l'agilité et la férocité, des caractéristiques qui sont valorisées chez les femmes d'Amazon Lily. Ils symbolisent également la protection et la défense du pays contre les intrus. La présence des serpents rappelle aux autres pirates qu'ils ne sont pas les bienvenus sur l'île et qu'ils doivent se méfier des femmes d'Amazon Lily. De plus, les serpents sont associés à un fruit du démon spécifique dans One Piece, le Meromeronomi, également connu sous le nom du fruit de l'amour. Ce fruit confère à Boa Hancock le pouvoir de pétrifier ceux qui sont attirés par elle, telle Médusa. Les serpents sont utilisés comme des symboles visuels pour représenter son pouvoir de séduction et de transformation. Sans oublier les sœurs de Hancock, Sandersonia et Marigold, qui ont toutes les deux des Zoan du serpent. En résumé, la relation entre les serpents et les femmes d'Amazon Lily dans One Piece est basée sur la vénération des serpents en tant que symbole de puissance, de sagesse et de féminité. Les serpents sont également des compagnons et des armes pour les guerrières, représentant leur grâce, leur agilité et leur férocité. Ils jouent un rôle important dans la culture, la mythologie et le symbolisme de l'île d'Amazon Lily. Mais alors, qui est la première impératrice de ce royaume et quelle est son histoire? Amazon Lily. Si déjà le nom peut nous mettre sur la piste, ce n'est là qu'un des nombreux éléments qui nous poussent à penser que la première impératrice de cette île et sa créatrice ne soit nulle autre que Nefertari Lily. Toute la beauté de la chose, c'est qu'on peut lier Hancock à Lily de par certains éléments qui sont intéressants et impactants, même si peu nombreux. Premièrement, restons sur le serpent qui est donc ancré dans les racines d'Amazon Lily, mais qui a aussi son importance à Alabasta. En effet, vous y avez sûrement déjà pensé, mais le fait que Cobra Nefertari, descendant de Lily, a également le nom d'un serpent, est un élément qui vient là encore appuyer l'idée d'une liaison entre les deux royaumes. Mais ce n'est pas tout, car en effet, la reine Nefertari de l'Égypte antique est souvent associée au serpent à travers des représentations artistiques et des symboles. Bien que les références directes entre la reine Nefertari et les serpents dans les sources historiques soient limitées, certains éléments iconographiques et symboliques suggèrent une connexion. Elle est par ailleurs souvent représentée avec des boucles d'oreilles en forme de serpent. On pourrait donc supposer que Hancock en est inspiré. Dans l'Égypte ancienne, les serpents étaient des symboles puissants et complexes associés à différentes divinités et idées. Ils étaient
vénérés à la fois pour leur rôle protecteur et leur lien avec les cycles de la vie, la fertilité et la régénération. On peut donc supposer qu'Alabasta, inspiré de l'Égypte antique, reprend les mêmes codes que cette culture historique et que Nefertari Lili, ancienne reine d'Alabasta, croyant en la protection du serpent, ait décidé de leur redonner une place primordiale au sein de son nouveau royaume, Amazon Lily. Et n'oublions pas d'évoquer un élément super important, ce dernier étant que le nom Nefertari signifie la plus belle de tous, et qu'il s'agit là du titre de Boa Hancock dans One Piece. Si ce n'est pas là presque une affirmation que les deux femmes Lily et Hancock soient liées, je ne sais pas ce que c'est. Maintenant que nous avons évoqué les différentes inspirations communes de Hancock et de Lily, passons à l'histoire de Lily, bien évidemment le tout en théorie. Nefertari Lily aurait été au courant de l'existence de Im-sama et aurait refusé de lui prêter loyauté. Cette dernière a refusé de planter son épée devant le trône vacant pour montrer son opposition à ce serment fait par les 19 rois, qui était de base obsolète vu qu'une personne régnait sur le monde dans l'ombre. Lily, contrairement aux autres rois, connaissant l'existence et l'identité de Im, aurait donc refusé de se soumettre à un fonctionnement dénué de sens. D'une certaine manière, cela lui permettait également de laisser une trace dans l'histoire afin que les gens se questionnent potentiellement sur la raison de son refus. D'un autre côté, Lily aurait également refusé de suivre cette voie car elle ne souhaitait pas devenir un dragon céleste et être considérée comme un dieu par le peuple, elle qui souhaitait avant tout l'égalité. Par la suite, Nefertari Lily aurait donc fui Marie-Joase mais ne serait pas retournée à Alabasta contrairement au récit populaire. Elle aurait par ailleurs laissé une lettre préalablement à Alabasta avant de se rendre à Marie-Joase, prédisant son sort, un sort qui s'annonçait funeste. Son non-retour à Alabasta peut donc découler de deux possibilités. Premièrement, cette dernière savait que son existence mettrait en péril son royaume et a décidé de disparaître afin de protéger son peuple. Deuxièmement, et cela me semble plus probable, Im-sama aurait ordonné son assassinat car Lily était une menace pour son règne. Lily connaissait l'histoire du siècle oublié. Elle a été l'une de ceux qu'on appelle les 20 créateurs du monde, un monde que l'on pourrait appeler le Nouveau Royaume, en opposition à l'ancien royaume du siècle oublié. Contrairement aux Tenryubito qui sont satisfaits de leur position, du fait qu'ils pensent qu'il n'y a réellement personne qui leur est supérieur, Lily, qui n'avait pas accepté ce titre, était considérée comme une épine dans le pied d'Im-sama. En effet, Lily aurait pu être une menace pour Im car elle connaissait son existence, mais également l'histoire du siècle oublié. Mais bien entendu, ce n'est pas la seule raison pour laquelle Imu-sama a ordonné son meurtre. Selon moi, on peut supposer que Imu déteste l'insubordination et le non-contrôle des gens. En partant de ce postulat, Lily, qui était un électron libre, qui ne lui était pas loyal et qui, au contraire, avait démontré son refus de ne pas lui être soumise, était une abomination. Tant que Im règne sur le monde, tout devrait être sous son contrôle. Je la vois comme une personne qui souhaite contrôler la destinée du peuple d'une certaine manière. Elle est celle qui se considère comme un vrai dieu et ne voit les dragons célestes que comme des marionnettes qu'elle manipule afin de servir son propre but, régner dans l'ombre. Pour en revenir à Lily, cette dernière aurait donc été proche de la mort, mais y aurait échappé de peu et se serait cachée sur l'île que l'on connaît maintenant sous le nom d'Amazon Lily. Elle a décidé de s'y cacher, sachant pertinemment que Im-sama ne la laisserait pas s'en sortir vivante si elle se montrait au grand jour. Elle devait, à la manière de Im, rester dans l'ombre pour le restant de ses jours. Mais elle, qui était déjà la reine d'un royaume, Alabasta, ne resta pas les bras croisés. Elle décida de créer Amazon Lily, l'île des femmes, afin premièrement de se protéger des dangers extérieurs, car elle a fait de son île une île recluse où seules les femmes y sont autorisées, partant bien entendu du principe où même les femmes sont contrôlées avant de pouvoir rentrer sur l'île. Cela lui a permis de vivre à l'abri des regards et surtout du danger. Bien entendu, on peut supposer qu'elle aurait pu vivre de cette manière sans fonder un empire, mais la deuxième raison de son choix est sûrement liée à un héritage qu'elle aurait laissé à ses descendantes et à son peuple concernant l'histoire du siècle oublié. De la même manière que Wano Kuni, Amazon Lily est un pays reclus et fermé sur lui-même. Contrairement à Wano Kuni, pays dont les frontières étaient fermées, Amazon Lily est un pays ouvert, mais il reste peu accueillant pour les étrangers et est une terre complètement interdite aux hommes. Hancock a passé un accord avec la marine et le gouvernement mondial pour que son pays ne soit pas embêté et on peut supposer que les anciennes impératrices en ont fait de même.
On pourrait donc présumer que tel Wano Kuni, Amazon Lily a une place importante dans l'œuvre et renferme des secrets dont nous ne sommes pas au courant. Après tout, nous n'avons vu qu'une partie du pays lors de l'arc d'Amazon Lily. Et vu qu'il n'y avait que Luffy sur cette île, il était impensable que ce dernier y trouve des secrets. Luffy n'est pas le genre de personnage à s'intéresser à ce genre de choses et il est donc normal que nous soyons peut-être passés à côté d'éléments qui pourraient amener certaines réponses concernant le siècle oublié. C'est également pour cette raison qu'Oda remet en avant Boa Hancock actuellement et tease le fait qu'elle sera une alliée de Luffy depuis le début. En plus d'avoir un développement personnel très intéressant, elle a une place importante dans l'œuvre en tant qu'impératrice d'Amazon Lily. Par ailleurs, dans son interview de 2019, Oda a cité les noms de Sabo, Vivi et Hancock, l'un à la suite de l'autre. Et si on pensait que ce teasing était juste pour nous prévenir que les trois étaient en danger, il était également là pour lier les trois personnages autour d'une même intrigue, à savoir Lily. En effet, Cobra, père de Vivi et qui était à ses côtés à la rêverie, a donc été tué par le Gorosei concernant ces questions liées à Lily et à la lettre qu'elle a laissée. Le meurtre de Cobra était mis sur le dos de nul autre que Sabo. Et Hancock est liée à cette intrigue car elle est l'impératrice du royaume que Nefertari Lily a créé. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Hancock n'est peut-être pas la descendante de Lily, car le titre d'impératrice ne se transmet pas de mère en fille dans ce royaume. En effet, Nyonba, Shaki et Boa Hancock sont les trois impératrices que l'on connaît et elles ne sont pas liées par le sang. Il y a donc d'autres critères qui entrent en compte pour la sélection de la nouvelle impératrice et ces critères ont peut-être une importance particulière. Mais un élément que je trouve intéressant à aborder, c'est cette petite opposition entre Lily et Boa Hancock. Un élément qui serait encore plus impactant si Hancock était la descendante directe de Lily. Nefertari Lily a choisi de refuser le titre de dragon céleste pour l'une ou l'autre raison. Finalement, même si Lily a évité de s'associer au dragon céleste, ce ne fut pas le cas de notre impératrice pirate. Cette dernière a été victime des dragons célestes en devenant leur esclave. Et c'est un contraste que je trouve super intéressant dans l'optique où l'ancêtre a refusé un titre qui a mené à la mise en esclavage de sa descendante. Hancock souffre donc des conséquences du choix de Nefertari Lily. Et c'est d'autant plus intéressant quand on sait que ce procédé a déjà été utilisé d'une certaine manière avec Doflamingo, qui a détesté son père pour avoir renié son statut de dragon céleste, ce qui l'a mené lui et sa famille à en souffrir. Pour finir, on peut supposer que le rôle de Nefertari Lily ne s'arrête pas là. Elle a peut-être été celle qui a demandé aux Kozuki de créer les poneglyphes afin que les gens aient un moyen de découvrir et de se souvenir de l'histoire du siècle oublié. En effet, même si Nefertari Lily a fait partie des 20 rois qui ont créé le gouvernement mondial et qu'elle est donc par nature considérée comme une ennemie de l'ancien royaume et donc de Joy Boy, on peut supposer qu'elle n'a pas eu le choix que de suivre le mouvement afin de protéger son royaume. Selon moi, elle aurait pu même avoir une relation de nature romantique avec Joy Boy, mais cette théorie fera l'objet d'une autre vidéo. Connaissant donc un Kozuki qui fut un allié de Joy Boy, Lily aurait peut-être été celle qui a eu l'idée de la création des poneglyphes. Cela expliquerait également la haine des doyens du Gorosei envers les Nefertari et le fait qu'ils les considèrent comme des traîtres. En conclusion, une inspiration apparente de Lilith et de la reine Nefertari de l'Égypte antique peut être remarquée. Cette inspiration est commune à deux personnages, Lily et Hancock, qui sont potentiellement liés de par leur statut d'impératrice d'Amazon Lily, et qui pourraient, pourquoi pas, être liés par le sang, dans la mesure où il fallait que ce soit une descendante directe de Lily qui règne sur Amazon Lily lorsque la prophétie du Dawn pourra être réalisée. Quoi qu'il en soit, Amazon Lily et Alabasta ont bien plus de points communs qu'il n'y paraît, et je trouverais ça vraiment intéressant que Nefertari Lily soit la créatrice et la première impératrice d'Amazon Lily. Cela ouvrirait la porte sur de nouveaux mystères dont les réponses pourraient se trouver sur Amazon Lily et qui pourraient nous être données par nul autre que Boa Hancock. Voilà, nous arrivons à la fin de cette longue vidéo qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à liker la vidéo avec votre acquis du likement si ce n'est pas encore fait. Je compte sur votre soutien. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!